Bonjour à tous, bienvenue sur Math&SA, ma chaîne de maths pour dédramatiser au programme aujourd'hui la loi normale centrée réduite. Cette leçon est référencée donc pour les élèves du supérieur, cependant les lois continues et les lois de densité sont au programme de mathématiques complémentaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on se donne une fonction, f de t égale e de moins t carré sur 2, et on voudrait savoir si par hasard cette fonction ne pourrait pas être un bon candidat pour obtenir une densité de probabilité. Première remarque, la variable est ici notée avec la lettre t, ça pourrait être la lettre x, ça ne changerait rien du tout. Alors cette fonction est définie sur R pour la bonne et simple raison que les trois problèmes que l'on a l'habitude de rencontrer en terminale, c'est-à-dire diviser par 0, racine carrée d'un négatif ou logarithme libéré d'un négatif, n'existent pas. Donc il n'y a aucun problème, donc la fonction est définie sur grand R. Remarquons également que cette fonction est continue sur grand R, puisque c'est la composée de deux fonctions continues sur grand R. D'un côté une fonction exponentielle, de l'autre côté une fonction polynôme du second degré. On va s'intéresser maintenant à la parité de cette fonction. Alors je vous rappelle que pour vérifier qu'une fonction est paire ou éventuellement impaire, il y a deux conditions à regarder. La première condition, c'est qu'il faut que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine, ce qui est le cas ici puisque c'est R. Et enfin, il faut évaluer, il faut calculer f de moins t ou f de moins x en fonction de la variable, et regarder si vous obtenez f de x ou bien moins f de x. Donc quand on remplace ici le t par moins t, le fait d'avoir un carré va faire disparaître le petit moins, et on se rend compte finalement que f de moins t est égal à f de t, ce qui nous permet donc de dire que la fonction est paire sur grand R. Alors cette notion de parité est extrêmement importante, parce que ça veut dire à ce moment-là que la représentation graphique de la fonction va être symétrique par rapport à l'axe vertical, l'axe des ordonnées d'équation x égale 0. On va donc maintenant s'intéresser à la dérivée de cette fonction. Il s'agit donc d'une fonction composée de la forme e de u. Vous irez voir les leçons sur comment est-ce qu'on fait pour dériver une fonction composée si vous avez des mal avec ça. La dérivée de e de u, c'est donc u' e de u. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut dériver l'intérieur. Donc la dérivée de moins t carré sur 2, ça fait donc moins 2t sur 2. Et donc en simplifiant, ça fait donc moins t exponentielle de moins t carré sur 2. Ce qui nous intéresse en dérivant, c'est le signe de la fonction dérivée. Et ici, donc, le signe ne dépend que de moins t, puisqu'une exponentielle est toujours positive. Moins t est une fonction affine qui s'annule pour 0. Elle est du signe de a à droite du 0, c'est-à-dire là-bas. J'écris donc d'abord mon domaine de définition, moins l'infini plus l'infini, 0, et donc signe de a, c'est-à-dire négatif à droite, comme ceci. Ça monte et ça descend. Je peux calculer la valeur, l'image de 0, donc quand je remplace par 0, e de 0, ça fait 1. Et je peux éventuellement aussi calculer la limite au voisinage de plus l'infini. Alors il s'agit d'une fonction composée, donc déjà de la limite de moins t carré sur 2, quand t tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et en composant avec l'exponentielle, exponentielle de grand x, quand grand x tend vers moins l'infini, ça fait donc 0. Ça veut dire notamment que la représentation graphique de la fonction admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Ça veut dire graphiquement que la courbe va venir atterrir comme ceci sur l'axe des abscisses. Puisque la fonction est paire, j'ai de l'autre côté, à l'autre bout du domaine, la même limite. J'ai donc finalement une fonction qui est continue. J'ai également une fonction qui est positive sur grand R. Elle est évidemment continue sur grand R. Et donc maintenant, je vais m'intéresser, je vais regarder si par hasard l'air sous la courbe ne ferait pas 1. Parce que si l'air faisait 1, eh bien j'aurais le candidat idéal pour une densité de probabilité. On va donc tracer la représentation graphique de la fonction à la calculatrice. Donc on va donc pour cela dans f de x, on va donc rentrer exponentielle. Le petit moins, attention, c'est le petit moins, x2 sur 2, la variable c'était t, évidemment dans la machine je vais tracer avec le x, donc e de moins x2 sur 2, et surtout je n'appuie pas sur le graphe, pourquoi? Parce que je vais adapter la fenêtre à mon tableau de variation. Je vais tracer la représentation graphique sur moins 10, 10, vous allez voir que ça suffit largement et que déjà sur moins 10, 10, la courbe sera collée à l'axe horizontal. Par contre, pour les valeurs de y, eh bien, puisque mes valeurs sont toutes positives, pour le y min, je vais mettre 0, et pour l'y max, 1,5. Je trace donc maintenant, je peux faire graphe, et donc je me rends compte évidemment que la calculatrice nous donne une courbe qui a l'aspect d'une courbe en cloche, c'est d'ailleurs son nom. On appelle ça aussi une courbe de Gauss. Gauss, le mathématicien, Carl Friedrich Gauss, vous connaissez forcément, il a laissé une immense trace dans l'histoire des mathématiques. Donc cette courbe de Gauss, donc, je me pose maintenant la question, est-ce que par hasard l'air sous cette courbe ferait oui ou non 1? Alors je ne peux pas calculer l'intégrale, pas calculer cette R à la main, parce que d'abord c'est de moins l'infini à plus l'infini, et puis pour trouver une primitive de e de moins t carré sur 2, bien, je suis bien embêté en classe de terminale et même dans la première année supérieure.
Je vais donc le faire de manière approximative avec la calculatrice. Pour calculer une R sous la courbe avec une calculatrice, c'est très simple. Seconde calcul, 7e ligne, intégrale. Vous mettez à ce moment-là les deux bords, donc nous on a choisi de mettre moins 10, 10 puisque c'est l'écran que l'on affiche. La calculatrice va donc vous balayer toute l'air sous la courbe et vous faire apparaître la valeur approchée que vous voyez en bas, qui est donc 2,50. Alors ce 2,50 c'est une valeur connue en mathématiques, peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Donc vous sortez de là, seconde quittée, vous allez sur l'écran de calcul et on va calculer racine carrée de 2pi et vous voyez finalement que ce 2,50, 2,506 à peu près, et bien finalement c'est racine de 2pi. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que pour cette fonction, ici, si par hasard je mets 1 sur racine de 2pi, comme ceci, eh bien cette fonction est continue sur R, elle est positive sur R, et l'intégrale sous la courbe vaut 1. Ça veut donc dire que c'est une densité de probabilité. Vous irez voir les leçons sur densité de probabilité si vous avez oublié tout ce qu'il faut faire pour cela. Ça veut dire que si je prends x, une variable aléatoire réelle qui suit cette densité de probabilité, eh bien on dit que x suit une n01, ça s'appelle une loi normale centrée réduite. Évidemment, il existe d'autres lois normales que la loi normale centrée réduite. Vous allez voir toutes les leçons qui vont suivre sur ce chapitre, notamment une leçon extrêmement importante qui consiste à savoir trouver les valeurs d'une loi normale sur une table de loi normale et non pas avec une calculatrice. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.